Quand un mensonge répété 1 million de fois devient une vérité, il n'y a plus de démocratie possible. Ces mots sont ceux de la journaliste Maria Ressa aux Philippines. Elle a constaté comment le gouvernement dérive à des procédures dictatoriales sur l'information. Elle a constaté dans son pays comment les réseaux sociaux fabriquaient la vérité. Est-ce que dans ces conditions, nous sommes toujours en démocratie? La journaliste philippine prévient. Notre présent, c'est votre futur. Elle l'a redit lors de la conférence DLD à Munich. Et on le constate face à la progression des technologies de ciblage, face au gigantesque marché des données personnelles, les gouvernements semblent incapables de réagir. On a entendu parler en France d'une loi sur les réseaux sociaux. Rien vu. Pourquoi? Eh bien, on va en discuter ce soir avec nos deux experts que je vais vous présenter tout de suite. Donc, Harmonie Vovietan, vous êtes juriste. Donc, votre titre, c'est Security and Privacy Manager. Vous vous présentez vous-même comme hackeuse. Et vous êtes présidente d'une association strasbourgeoise qui s'appelle Hackstube. Et à vos côtés, Philippe Vialon. Donc vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg, responsable de la chaire UNESCO pratique journalistique et médiatique. Donc vous êtes l'expert des médias et de la manière dont se transmet l'information pour l'Université de Strasbourg. Et on est très content de vous recevoir tous les deux. Je rappelle le principe de Tous connectés et après. C'est un cycle de rencontres au Shadok et le but est d'échanger sur nos pratiques face au numérique. En fait, on constate tous que le numérique influe de plus en plus sur la manière dont nos vies s'organisent et qu'il est urgent d'interroger ces pratiques. Voilà. Donc le sujet de ce soir, c'est est-ce que nos élections sont truquées, notamment par les manipulations qui sont opérées sur la manière dont on s'informe. Grâce aux réseaux sociaux, on a pu voir comment des faits alternatifs, qui sont en fait de la désinformation, sont pris pour argent comptant par des millions de personnes qui finissent par croire dur comme fer quelque chose de complètement faux. Ce qui permet finalement des manipulations à l'échelle industrielle. Voilà. Et on a vu au Brésil, on a vu aux États-Unis, on a vu donc aux Philippines, on a vu en Angleterre comment ces manipulations permettent l'arrivée au pouvoir de gouvernements populistes. Donc la menace, elle est sérieuse. Voilà, je voulais vous faire réagir. Qui est-ce qui veut réagir sur ce tableau extrêmement sombre, mais qui m'inquiète moi et qui a motivé en fait l'organisation de cette soirée? Philippe, peut-être. Oui, mais moi je prends la parole pour dire ladies first. Bon, alors pour clarifier, moi je suis en tant que juriste et hacker, du coup je suis Security and Privacy Manager chez une entreprise qui s'appelle IO, qui bloque des publicités. Et du coup, quand j'avais contacté Pierre France, je lui disais ça tombe bien parce que du coup mon métier est totalement en rapport avec le sujet de ce soir. Mais ça n'a pas tout de suite tiqué. Ouais. Je ne sais pas si vous avez une idée de pourquoi. Et c'est tout simplement parce que de nos jours, et d'ailleurs c'est ce qu'avait révélé le scandale Cambridge Analytica, c'est que finalement une campagne de publicité, que ce soit en faveur d'un candidat politique, d'un parti politique, ou pour vendre des chaussures, c'est la même chose. Mais c'est juste que dans le cadre d'une campagne politique, l'usage des technologies publicitaires agressives qui ont été mises en place ces dernières années a des conséquences d'autant plus graves. Notamment un phénomène, mais c'est un phénomène parmi d'autres parce que les mécanismes dans l'économie de la publicité sont assez complexes. Je parle du micro-targeting, le fait de vraiment cibler un individu
sur des critères très précis, et d'ailleurs sur lesquels on n'a pas beaucoup de transparence. Non, ouais. Et alors, tu parles de publicité, mais donc ça ne se présente pas à l'utilisateur final comme une publicité, forcément. Ça peut être présenté comme une information. Ça peut être présenté comme une suggestion de contenu, sans que ce soit clairement labellisé comme étant de la publicité. Par exemple, je ne sais pas, vous allez sur un site d'information pas forcément très scrupuleux, et à la fin de cet article d'information ou de désinformation, il y a marqué « Et vous aimerez aussi nanani nanana », justement l'article publicitaire sur lequel on va vous faire en sorte que vous cliquiez. Mais ça a aussi un autre souci avec le micro-targeting, c'est que du coup, le message politique d'un même parti va être différent en fonction de ce que l'on sait sur vous, pour vous convaincre de voter pour un candidat. Et souvent, ça utilise des mécanismes très pernicieux grâce à des données très personnelles qu'on a rassemblées sur vous. Parce que les entreprises publicitaires, elles ont des profils qui sont très précis, et en général, ils ont l'historique de tous les sites sur lesquels vous n'êtes jamais allé, de tous vos goûts, tout ce que vous avez jamais acheté, même d'ailleurs en dehors de l'Internet, parce que du coup, il y a eu un scandale il y a 2 ans qui avait révélé qu'il y avait des partenariats entre Mastercard et Google pour vérifier si, lorsque vous aviez vu des pubs en ligne, ça vous avait poussé à un achat, même en boutique, par exemple. Mais... Oui, c'est-à-dire qu'on ne soupçonne pas l'étendue des données personnelles qui sont produites à partir des algorithmes et qu'on ne donne pas forcément. Donc, dans le cadre d'un cycle, on en avait parlé, de ce cycle, on en avait parlé aussi des données personnelles. Les données personnelles, en fait, sont construites, déduites de vos pratiques, alors que vous n'avez jamais donné, vous n'avez jamais dit dans une base de données, ben, moi j'aime le rouge, ou je suis plutôt de gauche, j'ai peur de l'emprise de la religion, ce genre de choses. Alors que ces données personnelles, elles existent en fait. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a également le problème des effets de bulles de filtre. Mais là, peut-être que je laisserai un peu la parole à Philippe pour vous en parler plus précisément. Parce qu'un gros souci qu'il y a, c'est que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en utilisant des moteurs de recherche, la plupart des personnes ne voyagent que sur Internet dans les publicités. Les premiers résultats Google, ce sont des publicités. Et les autres résultats suivants, ce sont des résultats qui ont été personnalisés pour vous. Et quel est l'intérêt pour Google de personnaliser ces résultats ? C'est pas pour que vous les trouviez plus pertinents, c'est juste que pour vous cliquer, pour que sur les sites sur lesquels vous alliez, vous puissiez voir plus de pubs. Oui, alors moi je vais répondre à votre question initiale. Est-ce qu'on est au bord du gouffre ? Harmonie, ça sera un compliment, fait partie des juniors. Moi, je suis plutôt dans la catégorie des seniors. Et donc, je suis, comme vous l'avez très bien dit, professeur à l'université en sciences de l'information et de la communication. Mais quand je suis rentré à l'université, ça fait déjà pas mal d'années, Internet n'existait pas. Donc, je n'ai pas commencé à travailler sur Internet, mais sur la télévision. J'ai fait ma thèse sur une comparaison entre les journaux télévisés français et allemands. Et du coup, dans les cours que je devais assurer, il y avait beaucoup de cours d'histoire des médias. Et moi, quand je vois ce qui se passe maintenant au niveau des nouvelles technologies, je fais une ligne directe depuis l'invention de l'écriture, l'imprimerie, les premiers journaux, la radio, la télévision jusqu'à Internet. Et le constat qu'on peut tirer... Prenons peut-être le cas de l'invention des journaux, donc au XVIIIe siècle, c'est qu'à chaque fois, ça a été un instrument pour que les classes dirigeantes, les classes au pouvoir, exercent d'autant plus leur pouvoir sur le peuple. Donc, Internet vient de se développer, et bien les puissants, ceux qui ont la compétence, ceux qui ont l'argent, profitent du système pour orienter les gens comme ils veulent. Donc, déjà, dans un premier temps, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Quand un nouveau média arrive, on s'en sert pour faire au peuple ce qu'on veut. Mais, dans un deuxième temps, et ça a bien été montré par ce nombre de chercheurs, je pense à De Certeau ou d'autres, il y a toujours des stratégies qui se mettent en place chez les petits.
Parce que les petits ne se laissent pas faire comme ça. De Certeau parle de braconnage. Donc on prend le système et on va le contourner, on va faire en sorte. Et on voit bien qu'il existe des gens qui vont utiliser les outils qui existent, nouveaux outils, mais qui vont les développer pour faire un contre-pouvoir. Et ça, les sociologues ont bien montré qu'on est dans des stratégies de pouvoir qui appellent un contre-pouvoir. Et pas plus que cette réunion ce soir, qui est pour moi une des formes de réponse qu'on peut faire à ce pouvoir qui est exercé sur nous, c'est-à-dire expliquer aux gens les risques qu'ils courent. Donc nous avons le pouvoir, nous aussi, d'utiliser ces outils et de réagir à cette pression. Donc je ne veux pas du tout prendre une vision de victimisation, je ne subis pas ces outils, je suis là pour essayer de les comprendre, alors par mon métier d'expliquer leur fonctionnement aux étudiants, mais aussi aux plus âgés, parce que dans une perspective de long life learning, il faut toujours expliquer, et comme c'est des nouveautés. Donc je ne suis pas catastrophé parce que pour moi, ça s'inscrit vraiment dans une continuité historique. Mais alors, je suis bien d'accord avec vous, mais le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a un problème d'échelle, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu la télévision, et puis à chaque fois, ça a été d'abord contrôlé par les pouvoirs, hein, au sens large. Là, le problème qu'on a, c'est que déjà, ça va extrêmement vite, et que la capacité de se sortir de cet écosystème numérique qui est très au point, qui est très, très bien élaboré, je ne suis pas sûr qu'en fait on l'ait vraiment. Peut-être Harmonie, tu peux répondre là-dessus ? Alors, il y a eu des tentatives d'encadrement de la publicité politique au Canada. Et du coup, j'ai lu les travaux de Colin Bennett sur le sujet qui sont très intéressants. Et ce qu'il a conclu en partie dans ses publications, c'est qu'il y a un certain nombre de critères qui avaient été posés pour dire ce qu'est une publicité politique. Et finalement, il n'y a que Facebook qui avait accepté de dire oui, nous, on va quand même accepter de faire de la publicité politique malgré les critères. Quand bien même, je pense qu'en réalité, Google... Parce que, admettons, je ne sais pas, vous tapez Emmanuel Macron sur Google, étant donné que les premiers résultats si ce ne sont pas labellisés comme des publicités, ce sont des contenus qui sont personnalisés pour vous, finalement, ça reste de la publicité. Donc, même si ce n'est pas clairement identifié comme étant de la publicité politique, quelque part, ça en est. Bref. Et du coup, pour en revenir sur le cas de Facebook, on s'est rendu compte que les critères qui avaient été mis en place, c'est-à-dire c'était beaucoup lié uniquement au genre et à l'âge, ainsi que les zones géographiques qui avaient été déterminées pour cibler les publicités. Et que ce n'était clairement pas suffisant pour comprendre comment est-ce que les pubs, justement, avaient été ciblées. Parce que dans l'entreprise de la pub, les données qui sont utilisées sur les utilisateurs pour les choisir sont beaucoup plus pernicieuses que ça. Mais le souci, c'est qu'avec les règles qu'on met en place, qui ne vont pas assez loin, on ne peut pas, ou du moins l'entreprise de la publicité n'a pas envie de vous dire que c'est parce que vous aimez le 7-Up que vous êtes potentiellement plus un démocrate. Alors que c'est des corrélations qui peuvent être faites. Qui sont faites par des algorithmes et qui visiblement fonctionnent. Mais alors voilà, ça c'est aussi une différence sur laquelle je voulais vous faire réagir. C'est-à-dire que quand apparaissent des nouvelles formes médiatiques, apparaît une régulation qui est à l'échelle de la nouvelle forme médiatique. Quand est apparue la télévision, il y a eu tout de suite le CSA. La télévision, en tout cas en France, est quand même encadrée par le CSA. Je pourrais juste faire une petite anecdote. Mais ouais, vas-y. Ce qui est marrant, c'est qu'éventuellement, dans ce cadre, on pourrait penser que la CNIL pourrait faire quelque chose pour dire que ce n'était pas forcément très éthique d'utiliser les données à caractère personnel des personnes pour faire du ciblage, surtout en matière politique de cette façon-là. Mais il faut savoir que la CNIL a un budget moins conséquent que celui du CSA. Actuellement. Oui, alors moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de savoir qui est-ce qui va exercer un pouvoir sur nous, essayer.
Et très clairement, il y a quand même beaucoup de gens qui en veulent à nos données. Alors d'abord, très clairement, il y a les Américains, parce que c'est eux qui ont conçu un grand nombre d'appareils que nous utilisons, donc le hardware, c'est eux qui ont conçu les softwares. Il y a les Chinois qui veulent nous vendre des réseaux 5G. On dit de plus en plus que ces réseaux seraient directement connectés au réseau chinois. On sait qu'il y a beaucoup... Je viens d'apprendre grâce à Moni la différence entre un hacker et un cracker. Donc en français, on dit hacker en pensant que c'est quelqu'un de méchant, mais apparemment, le hacker, pour Harmony, c'est quelqu'un qui fait juste que bidouiller, il peut être gentil. Mais donc le cracker, c'est lui qui est méchant. Il y en a beaucoup qui viennent constituent autour de la Russie. Bref, il y a beaucoup d'ennemis qui nous en veulent. Et bien entendu, Facebook et Google qui collectent nos données à tour de bras. Et là, je dis... pour se défendre, donc on peut le faire en tant qu'individu par les stratégies que j'évoquais tout à l'heure de braconnage, mais ça peut se faire aussi en se mettant ensemble, nous, Européens. Et quand on développe en Europe un moteur de recherche qui s'appelle Quant, moteur certes français, mais développé avec des financements européens, c'est une vraie réponse de l'Europe à ces tentatives régulières de prendre nos données en utilisant Hacker, en utilisant Quant, on n'est pas suivi. Donc on peut... Pour moi, c'est vraiment un appel à faire poids au niveau de tous ces grands espaces géopolitiques en tant qu'Européens, parce qu'il n'y a que les Européens unis qui pourront s'opposer à tous ces gens qui en veulent à nos données et à notre argent. On le voit bien, ça a été une tentative modeste, là je passe le contrôle de l'harmonie, la RGPD, qui était une application des règlements européens, c'est allé très peu loin, mais c'est un début de concertation, d'entente pour essayer d'apporter une réponse. Alors le RGPD, on a aussi une soirée là-dessus, je précise, donc c'est le règlement général de protection des données, et pour faire très court, c'est ce qui a permis l'apparition sur tous les sites que vous fréquentez. Vous voyez un bandeau où vous acceptez les cookies qui sont mis en place. J'imagine que vous faites comme moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous cliquez « Bien sûr que j'accepte », laisse-moi lire mon article. Et là, il y a 86 cookies qui s'installent sur votre ordinateur. Et là, ouais. est-ce que tu peux nous détailler un petit peu justement à quoi est-ce qu'on s'engage quand on accepte ces trucs-là en fait ? Alors, il faut savoir que nous, on a un adage, mais qui d'ailleurs qui est très vrai, c'est qu'un adware, donc que ce soit un logiciel sur lequel il y a des publicités qui s'affichent ou des cookies qui servent à vous tracer, ce n'est jamais qu'une entreprise de malware qui a un bon département juridique. Oui, parce que le principe du malware, c'est de s'installer sur votre ordinateur et de collecter des informations sur vous et de les envoyer. Ouais. C'est exactement ce que font les cookies publicitaires. Hein. Ouais. Mais sauf que là, en l'occurrence, étant donné que vous les avez acceptés, ça se fait avec votre consentement. Ouais. Voilà, mais est-ce que c'est vraiment clair en fait ? Parce que on consent à ce qu'il y ait des cookies qui soient installés sur nos ordinateurs. Par contre, est-ce qu'on est conscient que en fait, ces cookies en savent déjà beaucoup sur nous en fait ? Je pense pas, parce que justement, tout l'intérêt, c'est que par la suite, les intermédiaires publicitaires, vu qu'ils ont déjà toutes ces données sur vous, ils vont jamais que ajouter les nouvelles informations à votre profil qu'ils ont sur vous, qui est du coup fourni de toutes les informations que vous avez déjà accepté de donner. Enfin, avec des grandes guillemets, hein, le accepter. Hein. Il faut savoir aussi que même s'il y a des tas d'entreprises qu'on appelle ad-tech, donc des entreprises de la publicité, au niveau de la collection des données, Google et Facebook, à eux deux, c'est 80% des données collectées, mais sachant qu'en fait, ils ne les connectent pas forcément directement. En fait, sur tous les sites où vous allez, il y a souvent des boutons Facebook et Google, et rien qu'en naviguant, même pas forcément en acceptant les cookies, en récupérant des informations depuis votre navigateur, ce qu'on appelle le fingerprint, ils réussissent à collecter ces informations et à les ajouter sur votre profil également. Donc, mais peut-être que là, on en revient à des Philippe, et après j'ai une question sur ce qui est fait de ces données. Oui, moi j'ai aussi envie de réagir. Ma grand-mère disait on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La majorité des internautes veulent naviguer de manière gratuite. Pourquoi des entreprises vous mettraient gratuitement à disposition des applications ? Pourquoi un journal qui a des journalistes à payer, qui a des abonnements aux agences de presse à payer, vous mettrez gratuitement des informations à disposition ?
faut bien avoir conscience que cette gratuité, c'est une pseudo-gratuité. Là où on ne paye pas de son argent, on paye en données. Accepter des abonnements, de payer des abonnements à des journaux, notamment rue 89 Strasbourg, c'était la page de pub de la journée. Merci. Et du coup, vous ne serez pas soumis à cette ponction permanente de données qui est une façon de payer en données ce que vous n'avez pas payé en numérique. Je tiens à préciser quand même, parce que souvent on dit que les éditeurs de contenu, les journaux, oui, ils sont méchants, ils mettent de la pub sur leur site, etc. Mais que tous les mécanismes dont je parle, souvent, c'est même pas transparent pour les éditeurs de contenu. Ils ne s'en rendent pas du tout compte du fait que dès que quelqu'un va se connecter sur leur site, il y a tous ces logiciels publicitaires qui vont faire tout ce travail de collecte d'informations, d'envoi de données pour pouvoir déterminer quelle est la meilleure publicité à citer sur le fiche. Et finalement, les éditeurs de contenu, on les convainc de mettre de la pub sur leur site, alors que tout l'argent qui est généré là-dessus, ils n'en voient jamais la couleur. Voilà, alors ça là-dessus, je peux témoigner. Effectivement, il y a eu une époque où sur rue 89, on mettait de la pub en provenance des régies, on a arrêté, parce qu'effectivement, on n'avait aucun contrôle sur ce qui était envoyé. Et qu'on recevait très peu d'argent au final. Et qu'au final, le budget nourrissait surtout Google et pas du tout rue 89 Strasbourg. Donc du coup, on a arrêté. Mais juste, pour revenir sur le sujet, toutes ces données personnelles, ces banques de données qui permettent de sérier la population, elles sont donc certes utilisées commercialement, mais elles sont aussi utilisées par les élus, par les gouvernements, par les pouvoirs politiques. Comment, Harmonie? Alors justement, lors des élections européennes en Allemagne, il y a, je ne sais plus quelle université, j'ai plus le nom, mais qui avait fait une étude sur les partis d'extrême en Allemagne. Je tiens à préciser que les partis d'extrême en Allemagne, ils n'ont que 10% des votes, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient atteint 86% de la population en termes de partage de leurs articles, ce qui est énorme. Et du coup, ils ont justement essayé de comprendre comment est-ce qu'un parti, surtout qui avait dépensé moins d'argent en publicité que les autres partis, avait fait un score d'atteinte aussi énorme sur les réseaux sociaux de leurs articles. Et ça a mis en évidence le fait qu'il n'y avait pas que eu le micro-targeting qui avait été utilisé pour réussir à atteindre une telle audience, mais également l'utilisation d'autres mécanismes, comme notamment des faux comptes, pour relayer l'information, pour l'étendre et faire en sorte de maximiser les repartages. Parce que s'il y a quelque chose qui caractérise aussi les réseaux sociaux, c'est l'irruption dans le discours général, dans le discours commun d'opinions ultra minoritaires, ou en tout cas qui étaient ultra minoritaires et qui qui sont finalement au même niveau que le reste. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou pour lequel vous avez une explication Alors, Philippe? le démocrate de fond que je suis, je dis, mais c'est bien que tout le monde ait la parole. Autrefois, on avait un avis, on le donnait à ses 3 copains au bistrot et c'était fini. Là, on a un avis, on peut être suivi par des millions de gens. Alors, on est tous d'accord, on n'est pas égaux. Si vous prenez le compte Twitter de Barack Obama, il y a plus de 100 millions de personnes qui le suivent. Quand il tweet, 100 millions de personnes savent ce qu'il a tweeté. Quand moi, je tweete, il y a 4 personnes qui le savent. Donc, on n'est pas égaux. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que, donc, par principe, oui, c'est bien que tout le monde puisse donner son avis. Et c'est là où il va y avoir tout un travail à faire parce que, pour revenir à ce qu'on disait au début, il y a une espèce de jeu de chat et de la souris. C'est-à-dire le voleur, il a toujours une avance sur le policier ou la souris a toujours une avance sur le chat. C'est que par rapport à tous ces systèmes qui se mettent en place, quelles sont les réponses qu'on va pouvoir apporter? Alors ma réponse, c'est bien évidemment moi en tant que professeur, l'éducation. Et après, la formation pour les gens qui ont passé. Alors, on va y venir à la réponse, mais j'avais encore un problème à soulever avec cette mécanique qui est que Google, Facebook, Twitter, les grandes plateformes
qui ont intérêt, on le voit, à ce qu'il y ait du flux, en fait, à ce qu'il y ait une gestion de flux. Ah oui, c'est vraiment le plus important. Leur intérêt, c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de clics, de plus en plus de flux, de plus en plus d'échanges, de plus en plus de partage. Et qu'on s'est rendu compte depuis 4-5 ans maintenant que ce qui était le plus partagé et ce qui était le plus cliqué, c'était les contenus violents, en fait, hein, les contenus qui divisent, les contenus qui indignent. Et c'est aussi ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une explosion des fake news, etc., parce que justement, ça va indigner beaucoup plus facilement qu'une information vérifiée, balancée, contrebalancée, etc., qui va faire la part des choses. Celle-là, tout le monde s'en fout, en fait. Non, mais... Alors, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Dana Boyd, qu'on appelle la papesse des réseaux sociaux, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur les jeunes et les réseaux sociaux, qui a publié des livres très intéressants en anglais. Il y en a même un qui a été traduit en français par un collègue de Caen, Hervé Lecronier. Très bonne traduction, je peux que recommander sa lecture. Deuxième page de pub. Qui explique bien que la relation aux réseaux sociaux est de l'ordre des problèmes d'alimentation pour les individus, c'est-à-dire on va naturellement vers le gras et vers le sucre. Donc, on va naturellement vers ce qui n'est pas obligatoirement le meilleur pour nous. Et ça, même des journaux très sérieux comme Le Monde l'ont bien compris. Le Monde, forme papier, à l'époque il n'y avait que le papier, c'était Le Monde, des articles longs, des articles très longs et tout. Le jour où Le Monde est allé en ligne, on a pu suivre la lecture des articles, parce qu'on sait quand les gens entrent sur une page, quand ils cliquent pour aller sur un autre, sur quel lien, donc on a une vision très précise. Et là, Le Monde s'est rendu compte que les lecteurs en ligne n'étaient pas exactement les lecteurs papier, parce qu'ils voulaient des articles plus courts, ils décrochaient avant, et ce n'était pas obligatoirement sur les sujets, sur la politique monétaire européenne que les gens cliquaient le plus, mais aussi sur des sujets beaucoup plus soft, comme on appelle. Et donc je pense que le support même, en plus du fait que tout le monde se retrouve aussi bien à lire qu'à produire, le support même va vers des choses qui sont plus facile, plus noble que d'autres sujets. Ouais, ce qui pose question. Mais bon, je vais passer la parole à Harmonie parce qu'elle vient de sortir son œuf. C'est le moment œuf. Qu'est-ce qui va recevoir l'œuf? On se pose quand même la question depuis le début. Elle a apporté des œufs. Donc, Harmonie, à toi. L'œuf, c'est juste parce que je suis en train de faire une expérimentation sociale sur la suggestion. Hein. C'est tout. Non, oui, parce que si à la fin de cette conférence, vous pouvez vous rappeler en regardant des œufs qu'il faut faire attention et que la publicité est partout et qu'on est enfermé dans des bulles de filtre. Justement, je voulais parler un peu plus des bulles de filtre. C'est juste parce qu'on on a des algorithmes qui ont calculé l'exacte proportion de contenu qu'on doit vous servir allant dans votre sens et n'allant pas dans votre sens pour que vous passiez un maximum de temps sur les réseaux sociaux et à partager du contenu. C'est-à-dire qu'on sait même ce qu'il vous faut de contenu dérangeant pour vous. C'est ça. Pour que vous passiez plus de temps et le but de toute cette manœuvre, c'est collecter des informations sur vous et vous servir plus de pubs. Donc c'est pour ça que je parle autant de la publicité, mais parce que c'est un vrai souci en termes d'accès à l'information. Mais parce que alors, c'est vrai que si on a un problème d'accès à l'information, et si l'information après se transforme pour plaire à ce qui va au plus vite et au plus facile, au bout d'un moment, on va quand même avoir un problème de société sur la manière dont on fait nos choix politiques au sens large. Puisqu'en fait, on n'aura plus de capacité de s'informer. C'est une autre caractéristique des médias sociaux, Twitter excepté, c'est que, bon, tu vas pouvoir le développer avec les bulles de fit, c'est qu'on passe son temps à sélectionner, que finalement on s'enferme dans un monde qui nous ressemble énormément. Donc il nous convient très bien parce que tout le monde est comme nous, pense comme nous, fait à peu près comme nous, on se sent très à l'aise, on ne se pose plus de questions. Twitter est un peu à part. Mais donc ça rassure l'individu qui est plutôt angoissé par le reste de sa vie. C'est pour ça qu'il va autant sur les médias sociaux. Mais le deuxième point aussi, c'est que c'est clair, l'objectif, c'est pas de fournir une information objective. Il faut fournir une information qui va nous scotcher. Ouais. Et quand on voit qu'on nous promet les 30 plus belles filles du monde, les 30 plus belles voitures du monde, mais des séries comme ça, il y en a des centaines, voire des milliers.
c'est pas les filles, c'est pas les voitures plus importantes, c'est toute la pub que vous allez devoir consommer malgré vous en même temps. On se fait avoir 1 fois, 2 fois, puis après on a compris. Alors, pas sûr. Non. Pas sûr, parce que justement, les études ont montré que y a, sur les réseaux sociaux, ce qui apparaît finalement plus facilement, c'est l'article avec le biais de confirmation. C'est-à-dire que on peut avoir une idée sur quelque chose, une vague idée, et ben, on va se voir suggérer l'article qui va vous conforter dans cette idée, même si elle est fausse. C'est vraiment inquiétant quand même. Oui, et juste assez d'articles allant à l'encontre pour se dire qu'on a quand même l'accès à l'information. C'est ça le pire en fait. Je me tourne vers notre public pour voir si jamais il y a des questions ou des remarques dans la salle. Je vois que finalement, plein de gens qui sont arrivés, ils sont tout au fond. N'hésitez pas à lever la main et on vous passe la parole. Non ? Personne ne veut se lancer ? Vous êtes sûr ? Ils sont là pour vous. Hein. J'ai une petite question. Ah, bon, alors attends, on va quand même te passer le micro. Peut-être aussi mentionner le fait qu'il y a des gens qui utilisent tous les jours en fait Adblocks. On regarde plus la publicité, on s'intéresse plus, on veut éviter ça à tout prix. Oui, et d'ailleurs, on avait vraiment beaucoup d'utilisateurs, parce que c'est clair qu'il y a pas mal de personnes qui se rendent quand même compte du problème. Bon, je tiens à préciser que ça ne fonctionne que sur les navigateurs de recherche. Ça fonctionne pas dans les moteurs de recherche. Oui, sur les moteurs de... Non, pas... T'as dit les navigateurs. Oui, les navigateurs... les navigateurs Internet. Ok. J'ai mélangé plusieurs choses. Donc par exemple, si vous avez installé une application qui vous sert de la pub, comme par exemple l'application YouTube, ça ne bloquera pas la pub dessus. Ouais. Mais par contre, si vous utilisez le navigateur pour aller sur le site YouTube, ça bloquera la pub. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, les bloqueurs de publicité sont devenus un peu les nouveaux antivirus. Parce qu'en bloquant les requêtes qui sont faites aux serveurs de publicité, en fait, on empêche la collecte des données sur les utilisateurs indirectement. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'entreprise de la publicité nous déteste et qu'on a beaucoup de procès, mais qu'on gagne. Justement, on a l'entreprise IO a obtenu en dernier degré de décision en Allemagne que les utilisateurs ont le droit d'utiliser un bloqueur de publicité. Ce qui est quand même pas mal parce que c'était pas gagné. Mais du coup, ce n'est pas le seul moyen, je pense, de protéger parce que le problème de la pub est omniprésent. Mais comme je disais avant, même en bloquant les publicités, ça n'empêche pas le souci des choix personnalisés, malgré tout. Parce qu'il y a d'autres façons de collecter des données, que je parlais avant de la fingerprint, un espèce d'identifiant unique qu'on peut donner, attribuer à votre navigateur de recherche, que du coup on va pouvoir toujours vous reconnaître, quoi que vous utilisiez. Bon, il y a aussi des outils qui existent. Déjà, commencez par sortir des réseaux sociaux collectivement. Voilà, ce soir, vous invitez tous vos amis, vous dites ce soir, Facebook, c'est fini. Hop. Ça n'arrivera pas, ça, Harmonie, en fait. Le truc c'est qu'on peut pas penser que les gens vont arrêter l'utilisation des réseaux sociaux. Ils sont déjà beaucoup trop impliqués et impliquants dans nos vies quotidiennes. On ne pourra pas faire sans. Donc, Philippe. Oui, moi, je voudrais répondre à la dame, mais je me fais un peu l'avocat du diable. Votre père s'intéressait au football. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il achetait une revue sur le football. Il ne pouvait même pas aller en bibliothèque, parce qu'en général, la bibliothèque n'a pas de revue sur le football. Mais donc, il payait pour avoir cette information. Aujourd'hui, l'information est gratuite. Ceux qui la produisent, il faut que quelque part, ils se financent. Donc la publicité, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est le prix à payer pour faire à 80-90% de sa navigation du gratuit. Ouais, mais Philippe, le problème... Je savais que ça... Non, mais le problème qu'on a avec ça, je suis d'accord avec ça, effectivement, il faudrait pouvoir payer son information. Sauf que
c'est mort, ça n'arrivera jamais plus. Et en plus, on a un problème qui est que l'information fabriquée dans les fermes de contenu à l'autre bout du monde pour influencer les gens, donc c'est de l'information vraiment fabriquée, cette information-là, elle est gratuite, évidemment, puisqu'on veut qu'elle influence directement les gens. Donc, on ne pourra pas lutter contre la désinformation et contre la manipulation avec une presse, certes de qualité, mais qui va toucher peut-être 1% des gens. C'est pas une solution. Je ne suis pas d'accord sur plusieurs points. D'abord, premier point, il y a certaines structures qui arrivent à trouver un équilibre financier sans publicité. Arrêt sur image, par exemple, a ses abonnés et il fonctionne. Deuxièmement, on peut s'opposer à la désinformation. Il y a des catégories. Alors, effectivement, c'est une certaine élite, les décodeurs, d'autres journaux qui. Mais là aussi, on a toujours une garde retard. Le temps qu'on explique, on a besoin de 2-3 semaines pour expliquer une désinformation. Il y en a 10 qui sont arrivés derrière et qui ont effacé cette première désinformation. Donc, je crois qu'on a quand même des choses à faire. Mais pour moi, ça me paraît quand même essentiel qu'on soit logique avec soi-même. L'information de qualité a son prix. Ou sinon, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le client. C'est vous le produit, plutôt. Ouais, C'est comme si un cochon disait mais je suis le client du boucher. Non, Ouais. non. Vous, en l'occurrence, dans l'utilisation de... Il faut m'interpeller quand même parce que c'est vrai que... Une remarque sur rue 89, parce que je voudrais vous contredire un instant. Tant mieux, c'est comme ça qu'on fait avancer le débat. Vous l'attendiez. Oui. J'ai mon abonnement à rue 89, mais pour autant, je n'ai pas envie de me connecter pour pouvoir naviguer sans publicité. Et lorsque je déconnecte systématiquement, je navigue pas sur rue 89 avec mon login et mon mot de passe, mon compte n'est pas ouvert, je veux être déconnecté. Et donc j'ai un affichage, Adblock vient d'être détecté, pour continuer à naviguer sur le site, sachez qu'il faut vous abonner parce que c'est une bonne chose. Et si vraiment vous voulez pas payer, eh bien vous pouvez désactiver s'il vous plaît. Et donc en réalité... Je paye l'information parce que c'est une information de qualité et donc moi j'accepte de la payer, mais j'aimerais également pouvoir naviguer sans être connecté à mon compte parce que je ne suis jamais certaine, et là je ne parle pas de rue 89 mais d'autres abonnements que j'ai par ailleurs, je ne suis jamais réellement certaine que mes choix sont pris en compte. Voilà. Donc c'était juste pour nuancer votre propos sur ce sujet. Ok. Aussi, quelque chose que je pourrais proposer, ce serait... Je pense pas que ce soit quelque chose que les utilisateurs sur lequel peuvent agir directement en dehors de forcément utiliser des bloqueurs de publicité, parce que utiliser des bloqueurs de publicité, c'est la façon de dire un peu ras-le-bol aux pubs. Et surtout des pubs qui collectent toutes ces données sur nous. Une initiative qu'on a vu émerger et qui fonctionne pas mal, c'est de pousser pour avoir éventuellement toujours de la pub, mais ce qu'on appelle de la pub contextuelle. C'est-à-dire qu'au lieu de vous servir de la pub en fonction des données qu'on a sur vous, on vous sert de la pub en fonction de quel est le sujet du contenu sur lequel vous êtes. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez un article qui parle de football, vous allez avoir une pub du coup qui est en rapport, je ne sais pas, avec le sport, par exemple. Et ça, ce serait éventuellement un modèle qui serait plus éthique. Mais bon. Mais je dirais pour moi, cette guerre, si on peut employer cette métaphore, elle se situe avec plusieurs batailles. Donc on peut déjà gagner un certain nombre d'éléments à ce niveau, mais effectivement, on ne gagnera pas tout. Mais après, il y a la deuxième bataille, c'est celle de nous, en tant que consommateurs. On peut acheter ou ne pas acheter, c'est-à-dire avoir subi l'effet de la publicité ou pas. Et là, je crois qu'il faut devenir des consommateurs, c'est-à-dire trouver les produits qu'on veut vraiment acheter, dont on a vraiment besoin. Et je parlais tout à l'heure de petits trucs, on sort son application, Yuka ou autre, et on va acheter des produits de manière conséquente. On aura pu voir 20 fois une publicité pour une marque, on ne l'achètera pas parce qu'on ne veut pas de ce produit. On est quand même pas... On est capable de juger aussi. Alors oui, je sais pas. Collectivement, ça se discute, mais... Non, parce qu'on utilise quand même des mécanismes assez pernicieux et développés par des psychologistes et des neuroscientifiques très poussés quand même pour que vous ayez de la Oui, mais ce n'est pas les suggestion, neuroscientifiques qui vont payer ce qu'il y a dans mon caddie. C'est moi.
Oui, c'est sûr. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui sont très très sensibles à la suggestion. Rien de nouveau sous le monde. Moi, je trouve qu'un phénomène qui est assez terrible, c'est que ce soit l'accès à l'information en ligne ou même maintenant dans les rues. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a ce qu'on appelle soi-disant des panneaux de publicité intelligents qui ont fleuri dans Strasbourg. Et ça, c'est des véritables cochonneries. Parce que je ne sais pas si vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Du coup, un panneau de publicité intelligent, c'est jamais qu'un écran avec une caméra tout le temps connectée à Internet qui filme les passants dans la rue. Et en fonction de votre sexe et de votre âge estimé, ça va vous proposer une pub qui est différente. Et du coup, éventuellement, une pub pour un candidat politique différent. Il y a eu le cas d'un Norvégien qui a attaqué une société de publicité parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un panneau publicitaire qui affichait de la nourriture. Il y avait des burgers, des frites et de la salade. Et quand il s'est approché du panneau, la salade a disparu de l'écran. Et de cul, il est devenu gros. Non, mais on rigole parce que c'est avec de la salade, mais imaginez, je sais pas, vous avez un panneau publicitaire, je dis une bêtise, avec un message politique, oui, ou pour un candidat, je sais pas, par exemple Emmanuel Macron, et quand vous vous approchez, non, c'est Marine Le Pen qui s'affiche. Par exemple. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport justement à ce que vous disiez tout à l'heure. Et pour compléter par rapport à AdBlock ou d'autres bloqueurs de pub, aujourd'hui, il y a aussi, et on en parle beaucoup moins, je trouve, c'est qu'il y a des navigateurs qui sont développés aujourd'hui pour essayer aussi d'éviter ce genre de choses. Par exemple, il y a Brave, qui est assez récent quand même encore aujourd'hui et qui fonctionne plutôt bien, mais qui permet aussi nativement aujourd'hui de bloquer en tous les cas une partie de tout ce qui est pistage sur Internet. Oui, on a aussi, les Brave, c'est aussi des gens qui font partie de notre. Il y a Brave, on a aussi notre propre navigateur qui s'appelle AdBlock Browser, tout simplement. Donc, je pense que utiliser un bon navigateur, c'est déjà quelque chose. Donc, pas Chromium. Non, pas Google, pas Chrome. Et aussi éviter d'utiliser les navigateurs Google. Il y a moteur de recherche plutôt. J'ai un peu du mal, je m'embrouille. Je travaille beaucoup en anglais en fait, et devoir faire la traduction dans ma tête, ça. On te comprend, je te le confirme. Non mais alors du coup qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand si on est un petit peu on va dire précautionneux, si on met un bloqueur de pub, on utilise un navigateur un peu amélioré type Firefox. Firefox fait de gros efforts sur le blocage de données personnelles, etc. Qu'est-ce qui se passe en fait sur Internet? L'Internet change, on découvre de nouvelles opinions politiques, on est de retour 10 ans en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a accès à une information qui est clairement différente. Je ne sais pas si elle est mieux, si elle est moins bien, mais c'est clairement différent de celle qui a été personnalisée pour vous à la base. Mais je pense que ça ne résout pas le souci, entre guillemets, des flux d'informations qu'on vous sert. Parce que le but des réseaux sociaux, je ne sais pas si vos amis vous repartagent des choses ou si vous suivez des gens qui repartagent des choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans Facebook, par exemple, là, du coup, quel que soit le navigateur ou le bloqueur de pub, on est tributaire de l'algorithme. Alors, si vous utilisez un bloqueur de pub, ça va bloquer la pub à l'intérieur de Facebook, mais pas les contenus que vont repartager les personnes que vous suivez. Et moi, mon avis là-dessus, c'est que utiliser les réseaux sociaux pour s'informer, c'est pas la meilleure façon de le faire, même si quelquefois c'est utile, et qu'il faut un maximum trouver ses propres sources d'information et pas attendre que l'information vienne à vous, parce que si l'information vient à vous sans que vous l'ayez sollicité, c'est qu'il y a quelque chose derrière, souvent. Alors, il peut y avoir deux choses. On peut faire la différence entre une information pull et une information push. Donc, il y a des informations qu'on a sollicitées un jour ou l'autre,
et des informations qui viennent sans qu'on les sollicite. Moi, je voudrais quand même montrer qu'à côté ces risques qui sont évidents, et je suis le premier à essayer de les combattre et d'essayer d'apprendre à les combattre, il y a aussi des avantages dans ces réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui se constituent, ces groupes où on va pouvoir avoir des échanges d'informations très réguliers, où je pense à un cas très précis d'une mamie dont la petite fille est partie aux États-Unis et grâce à Skype, elle a pu avoir un rapport régulier avec sa petite fille. Donc c'est vrai qu'il y a ces risques majeurs pour des citoyens, mais à côté de ça, il y a des avantages au quotidien de ces médias sociaux. Je ne voudrais pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais il y a d'autres outils de vidéoconférence qui sont plus respectueux de la vie privée, comme Jitsi. Non, par mais exemple. c'est vrai que c'est étonnant cette histoire de démocratie et réseaux sociaux, puisqu'on constate que dans les démocraties comme les nôtres, les réseaux sociaux ont tendance à favoriser donc les idées extrêmes, les idées populistes et les biais de confirmation, alors que dans les régimes dictatoriaux, les réseaux sociaux ont plutôt servi à libérer l'information et Facebook a été le principal vecteur d'information pendant le printemps arabe, par exemple. Oui, alors c'est ce que je disais en introduction. Je pense qu'on est dans une phase d'apprentissage de l'outil encore. Va falloir du temps que ça se stabilise. Ça ne veut pas dire rien faire attendre que ça se fasse. On doit tous être acteurs de ces nouveaux usages. Mais on va arriver, comme on l'a eu pour l'écriture, comme pour la radio, pour la télévision, à une phase où il va y avoir un équilibre qui va se faire, sachant, comme vous le dites très justement, cet équilibre n'est pas le même dans les pays démocratiques et dans les autres. Mais que là, ces outils sont utiles en soi. Et pour moi, ce que je dis, c'est qu'il faut apprendre à s'en servir, apprendre à être vigilant. Il ne s'agit pas d'être naïf, surtout pas, mais apprendre à être vigilant pour en tirer le meilleur parti. Vous avez tous chez vous un outil qui peut tuer, des couteaux. Vous n'allez pas jeter tous vos couteaux, non? Vous en avez besoin. Et pourtant, chaque jour, il y a des gens qui sont tués avec des couteaux. Eh bien, on apprend aux enfants, on apprend aux adultes à servir des couteaux. Pour moi, les médias sociaux, c'est pareil. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent la culture, parce que par exemple, moi je suis à moitié vietnamienne, on ne met pas de couteau sur la table parce qu'on ne met pas une arme sur la table. On mange qu'avec les baguettes et une cuillère éventuellement. Mais vous avez le sang chaud alors. Mais ça, c'est culturel. C'est quelque chose qui fait en avis parce que du coup, quand on voit les Européens, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les Européens ils mangent avec des armes à table. Mais ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vous disiez, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a commencé la discussion sur le politique et puis qu'on a très vite glissé sur la publicité, c'est-à-dire sur le commercial. Et là, pour moi, c'est nos deux facettes où on peut avoir du pouvoir. Je parlais il faut être des consommateurs, mais de la même manière, en tant que citoyen, il faut être des spectateurs. Et là, les médias sociaux, c'est quand même un moyen de diffuser des opinions. Il n'y a pas que des méchants sur les médias sociaux, il y a aussi des gentils, des bonnes idées. Tout ce qui peut se créer au niveau du crowdfunding, donc de la recherche de fonds. Alors, on a vu qu'il y a des mauvais usages même de ces recherches de fonds pour soutenir des gens qui, à mon sens, n'auraient pas dû l'être. Mais il y a quand même énormément de super projets qui sont financés grâce à ça. Donc, véritablement, utiliser cet outil. Je ne pense pas que l'idée d'avoir un réseau social est mauvaise en soi. Non, ce que je disais, c'était juste que le problème, c'est qu'actuellement, les plus grosses plateformes sont la meilleure représentation de ce que le professeur Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance. Et que dans ce capitalisme de surveillance, ce qui génère le plus d'argent, c'est de vous proposer des contenus publicitaires, personnalisés, et que le but de capter votre attention, c'est d'avoir le plus d'informations pour vous dans ce but commercial. Et c'est pour ça que l'accès à l'information est si lié à la publicité. Entre le capitalisme et la surveillance économique et la surveillance politique, j'avoue que si je dois choisir, je préfère encore la surveillance économique. On a une question ? Merci. Non, ça va, je suis bien ici. Merci pour vos interventions. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement la publicité de tout temps, mais encore plus aujourd'hui, avec la collecte des données personnelles, etc., et l'influence politique potentielle, que finalement, au-delà du message de la publicité en elle-même, la simple incitation à la consommation, et en l'occurrence le fait de rendre attractifs les réseaux sociaux, c'est déjà une publicité en soi, et
une publicité pour simplement le capitalisme et pour la prospérité de ces entreprises. Parce que la question d'aujourd'hui, c'était nos élections sont-elles truquées? Mais j'ai envie de dire, est-ce que notre système politique n'est-il pas truqué pour l'intérêt des multinationales qui nous diffusent l'information en fait? Moi, je répondrais au fait, d'ailleurs, c'est un souci que le professeur Colin Bennett au Canada a soulevé. C'est que d'un point de vue, ne serait-ce que culturel, dans le cadre des élections, c'est une question qui est assez délicate parce que, par exemple, dans les pays du moins nord-américains, culturellement, c'est quand même assez accepté le fait que les différents candidats politiques, ils vont un peu essayer de faire un espèce de porte-à-porte en vous disant « Bonjour, votez pour moi ». C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexé, du moins en Europe, de ce que j'en vois. C'est fait de façon beaucoup moins explicite. Ou du moins, on l'Europe, je ne sais pas, d'une façon différente. Du coup, je pense que la publicité, qu'elle soit pour n'importe quel produit ou pour des candidats politiques, ne peut pas se faire de la même façon en fonction de la culture des personnes. Et le souci, c'est que dans le cadre du moins démocratique et politique, la publicité pour des candidats, elle doit se faire d'une façon ou d'une autre, enfin, du moins dans le système dans lequel on est. Elle doit se faire. Moi, ce qui m'apparaît, moi là où j'ai l'impression qu'on a franchi un palier, c'est que dans le processus démocratique, il y a le secret. Quand on vote, on vote derrière un rideau. Il y a le secret de l'isoloir, et finalement, on ne sait pas vraiment qui a voté. Pour qui, même si après on peut faire des regroupements par bureau de vote, même etc. si Google et Facebook le savent. Voilà. Mais alors, c'est ça le truc, c'est que Google et Facebook, par la somme de données auxquelles ils ont accès, ils savent très bien pour qui on a voté. Et ça, cette donnée-là, moi j'ai peur que les gouvernements, les élus et toutes les forces politiques qui sont à l'œuvre sur cette planète, même les forces démocratiques, ne vont jamais vouloir s'en passer. C'est bien trop précieux. Donc là, quand même, est-ce qu'on n'a pas franchi quand même un palier qui nous emmène dans quelque chose qui n'est plus dans la continuité, finalement, toute ma théorie tomberait à l'eau, alors. Que vous évoquiez. Alors, je voudrais d'abord répondre à la question. Oui, bien sûr, il y a une idéologie capitalistique qui est derrière. Mais le capitalisme, il faut voir que lorsque Mark Zuckerberg, dans son garage, a créé Facebook, c'était pas pour les commerçants. Les commerçants, au début, n'avaient pas le droit d'aller sur Facebook. Mais ils ont très vite compris qu'ils pouvaient en tirer un grand avantage. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça une fois qu'on dit oui, l'idéologie capitaliste est là? C'est que, de toute façon, le système arrive à sa limite. Limite, une fois que vous avez un frigo, une télévision, qu'est-ce que vous voulez acheter de plus? Une fois que vous avez 20 paires de chaussures, vous pouvez en avoir 30, mais quelque part, il y a des limites. Limites aussi qui sont trouvées parce qu'il n'y a pas qu'une seule marque qui fait de la publicité, il y a X marques, donc il arrive un moment où ces publicités s'annulent. Limite aussi, tout simplement, par nos capacités financières. On a chacun par mois une somme à disposition. Une fois que cet argent est dépensé, on ne peut plus rien faire d'autre. Et limite aussi par rapport à l'environnement, parce qu'on se rend compte très vite que si le monde entier vit comme nous vivons, nous particulièrement en Occident, les problèmes d'environnement ne vont faire que croître. Donc il arrive un moment où le système, quel que soit l'outil qui le supporte, que ce soit Facebook ou les journaux ou quoi, ne fonctionne plus. Alors après, moi je crois sincèrement qu'il se met en place actuellement des contre-pouvoirs. Quand il y a un pouvoir, il y a des contre-pouvoirs qui se mettent en place, qui vont faire en sorte que ce pouvoir-là ne sera pas d'abord unique, parce qu'il y a les Américains qui sont intéressés à nos données, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à nos données. Je pense que c'est pas aussi, entre guillemets, Non, mais en tout cas, en termes d'acteurs intéressés par les données, il ne faut plus penser en termes de gouvernement.
Parce que c'est des entreprises privées en fait qui ont les capitaux. Donc, et par exemple, dans le cas d'Amazon, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Chine pour la reconnaissance faciale, Amazon vend. Ils s'en fichent, c'est un peu comme les entreprises qui ont vendu aux deux Cantet lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est pareil. Pour ces entreprises, le seul intérêt, c'est de faire de l'argent. Bien sûr. Non, Si vous pouviez... Non, mais vas-y, termine ce que tu disais sur le... Donc, mon idée, c'est que ces pouvoirs ont des contre-pouvoirs et qu'on est en train, et moi je crois vraiment à notre capacité en tant qu'individu à se mobiliser. On le voit actuellement, les réactions au niveau de l'environnement. Tout ce qui se met en place pour lutter contre les excès, contre le fait de jeter, de détruire des invendus, etc. S'il n'y avait pas cette puissance qui s'exprime aussi par le biais des médias sociaux, eh bien on n'en serait pas là. Donc il y a vraiment des contre-pouvoirs. Ok. Ah, il y a des questions? Oui. Ah oui, pardon. Merci pour vos interventions. Je voulais savoir comment vous évaluez la version et la perception des risques entre les générations, mais aussi entre les pays. Je vois que les Européens sont très sensibles vis-à-vis des données personnelles. C'est pour cela qu'on parle de la Convention 108, 108+, etc. Mais cette aversion diffère d'une génération à une autre, de la génération qui n'a pas connu Internet, mais aussi elle est plutôt plus sensible vis-à-vis de Internet. Mais la génération des années 2000, elle est née avec Internet. Elle n'a pas elle est décomplexée vis-à-vis Internet. Et aussi entre les pays, où la reconnaissance faciale est permise dans certains pays, et elle est normale, elle est perçue comme une chose très naturelle, alors que dans d'autres pays, elle est interdite. Alors, finalement, ce que vous posez là, c'est la question de la fracture numérique. Bien entendu, il y a une fracture nord-sud qui existe, mais il y a aussi une fracture nord-nord et une fracture sud-sud. Par exemple, une fracture générationnelle. Mais là, je suis assez optimiste. C'est mon caractère, je sais bien. Mais tout simplement, deux éléments très précis. La première, pendant longtemps, il y a eu des clubs, troisième âge, ça porte différents noms, pour se mettre à l'informatique. Ça marchait un peu, mais moyennement. On a eu toute une vague d'informatique appliquée à l'usage d'un certain nombre d'outils. Ça marche très bien, il y en a encore beaucoup. Et actuellement, il y a de plus en plus de vieux, de vieilles, qui savent gérer de manière très simple, très basique, des outils comme Skype ou etc. Donc, ils savent s'approprier. Quand on voit dans les pays du Sud ce que les gens arrivent à faire de leur téléphone, ils s'en servent comme une banque. C'est des choses qu'on ne sait pas du tout faire, nous, dans le Nord. Mais dans les pays du Sud, le téléphone, c'est le banquier. On verse de l'argent, on encaisse de l'argent. Je crois qu'il y a vraiment des usages qui se mettent en place parce que j'en reviens toujours, c'est quand même à nous, citoyens, nous avons un pouvoir. Il y a les techniciens qui inventent des tas de machines, il y a les économistes qui passent derrière, quelles sont les machines qui peuvent nous rapporter de l'argent, et nous, consommateurs ou citoyens, est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas? Tant qu'on ne nous force pas à acheter un produit, on a une certaine liberté. Et pour revenir, et je ne veux pas être trop long, la différence générationnelle. Je suis persuadé que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont nés avec un smartphone dans leur berceau, ont une meilleure compétence dans beaucoup de domaines, par exemple par rapport à l'image. Il y a 30 ans, 20 ans, 30 ans, les images étaient compliquées, c'était de l'argentique, on tirait, on pouvait retoucher une image, c'était compliqué. Aujourd'hui, non seulement il y a Photoshop, mais n'importe quel smartphone arrive à bidouiller des images. Donc les gens produisent des images, les jeunes, et savent très bien qu'on peut bidouiller des images. Donc ils sont, à mon avis, aujourd'hui beaucoup moins sensibles aux images perméables qu'on était autrefois, parce qu'ils le font eux-mêmes, donc ils savent les risques. Moi, je crois que le problème de votre affirmation, c'est que ça ne prend pas du tout en compte que justement, enfin, certes, il y a la fracture numérique, mais c'est pas ça. C'est que surtout dans les pays du Sud, le capitalisme de surveillance est d'autant plus violent et les personnes sont d'autant plus surveillées et utilisées par les grandes entreprises et finalement sont d'autant plus pauvres d'un point de vue intellectuel parce qu'ils sont complètement captés. Justement, le but que ces pays d'Afrique ils aient accès autant aux réseaux sociaux ou aux banques sur leur smartphone, c'était pas du tout pour une raison technologique, mais c'était juste pour
pour justement pouvoir tester des technologies qui sont d'autant plus invasives. Parce que le plus vous avez de personnes qui acceptent d'utiliser la reconnaissance sociale, la reconnaissance faciale, le meilleur peut devenir votre technologie justement pour reconnaître le visage des gens et les traquer. Et le fait qu'il y ait toutes ces personnes qui acceptent d'utiliser ces produits, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique, ça renforce d'autant plus la surveillance qui est faite en Chine, par exemple. Et ça, c'est des flux... je ne sais pas si les Chinois ont besoin de nous pour renforcer leur surveillance. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est dans un système mondialisé, où les outils qui sont utilisés pour surveiller les personnes et les persécuter sont développés grâce à la participation de différentes personnes au niveau mondial. Ma question n'était pas la différence entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais plutôt l'aversion au risque, mais aussi la perception au niveau des grands pays développés au niveau technologique aujourd'hui. Ce qui est perçu en Chine est complètement différent de ce qui est perçu en Europe. Et liberté ou reconnaissance faciale, intelligence artificielle est complètement différent. Aux États-Unis aussi, on est moins inverse peut-être pour les libertés personnelles, les données personnelles qu'ici en Europe. Moi, je trouve que c'est pas parce qu'on a mis à genoux des populations entières en leur faisant accepter des mesures de surveillance pour des besoins capitalistiques que c'est normal. Et d'ailleurs, j'espère qu'on retournera en arrière, du moins au niveau de la surveillance, parce que par exemple en Allemagne, on s'est rendu compte que quand il y avait des fichiers, autant de personnes qui étaient surveillées, que ça prenait des conséquences assez monstrueuses. Bon, maintenant c'est des bibliothèques de papier, mais actuellement elles sont dématérialisées et elles sont d'autant plus polluantes d'ailleurs. Tout ce qui est captation de données personnelles sur Internet, c'est plus de la moitié de la pollution totale générée par Internet en général, donc c'est énorme. Alors je vois que vous êtes très très optimiste sur la façon dont le capitalisme va s'autoréguler et que finalement nous n'avons pas trop de problèmes à voir pour l'avenir. Moi j'ai une question concernant la deuxième partie de cette soirée. Nos élections sont-elles truquées ? Qu'est-ce que nous avons appris de Cambridge Analytica ? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme outil pour essayer d'éviter ce genre de choses ? Qu'est-ce que les États ont mis en place pour éviter justement que nous soyons influencés sans le savoir ? Qu'est-ce que le citoyen peut faire ? Qu'est-ce que l'État fait ? Que font les ONG ? Voilà, avec les outils qu'on a aujourd'hui. Attendez, je voudrais juste répondre sur la première partie. Non, le capitalisme ne va pas s'autoréguler, mais j'ai dit nous avons la capacité, c'est notre chance dans les démocraties de pouvoir être actifs. Et donc, il faut la prendre, cette chance, parce que tout le monde dans le monde ne l'a pas. Voilà ce que je dis. Et sur Cambridge Analytica, pour ceux qui sont pas au fait, c'est un scandale qui a eu lieu il y a 3 ans, 4 ans, où on s'est aperçu que les données personnelles, notamment de Facebook, avaient été captées par une firme anglaise et qui permettait ensuite de faire du micro-targeting, donc qu'on évoquait, pour cibler directement des groupes de personnes, et notamment les groupes qui ne sont pas encore tout à fait décidés sur la manière dont ils vont voter. Et donc c'est grâce à des ciblages extrêmement précis sur ces groupes-là, eh bien, ils ont pu influencer notamment énormément sur le Brexit, la première campagne, et puis les élections américaines. Alors, donc, est-ce que ça nous a... alors, une fois que ça a été appris, cette manipulation, est-ce qu'il y a eu des correctifs qui ont été apportés ? Justement, j'en parlais avec les remarques que j'ai faites sur les expériences qui ont été menées après les élections de 2019 au Canada. En France, on n'a pas de loi visant à encadrer la publicité politique.
Mais justement, ce que je disais avant, c'est qu'on ne s'attaque pas au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est le fait qu'on ait autant de data brokers, une entreprise de la publicité très agressive qui n'est pas régulée. Du point de vue En Europe, il n'y a pas de régulation sur la manière dont on s'adresse, dont on diffuse les messages politiques par le biais des internets. Il y avait la loi qui voulait faire passer sur les fake news, mais qui ne règle pas le souci, parce qu'en fait, ce que je disais, le problème, c'est cette entreprise de la publicité au milieu qui permet de faire des choses assez pernicieuses sur la manipulation de l'opinion. Certes, on a le RGPD, mais dans le cadre de comment est-ce que les entreprises publicitaires collectent des données sur vous et les rassemblent, il n'y a pas de pouvoir de l'utilisateur. Parce que est-ce que vous savez où elles sont vos données quand vous acceptez les cookies ? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il faut exercer vos droits pour dire je ne veux plus être ciblé, j'aimerais bien récupérer mes données, j'aimerais bien que vous les effaceiez ? Non. Donc, moi, je pense que dans les élections à venir en Europe en général, les problèmes vont être d'autant plus intenses. Surtout qu'on a des technologies permettant de générer des deepfakes encore plus probables. D'ailleurs, il y avait un groupe de chercheurs qui ont créé une IA capable de rédiger des textes pour argumenter sur tout et n'importe quoi. Et à la base, en fait, à la fin de leurs travaux, ils voulaient publier le code source de leur intelligence artificielle. Mais quand ils se sont rendus compte de sa capacité, ils ont décidé de ne pas le faire finalement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle était si bonne, leur intelligence artificielle, qu'elle pouvait très bien générer des articles plutôt crédibles contre l'écologie ou extrêmement racistes ou fascistes. Moi, ce que je vois par rapport à ce problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles du jeu. Il faut que ces règles du jeu soient connues, il faut qu'elles soient suivies par tout le monde. Si dans 5 ans ou 10 ans, chaque parti politique, chaque groupe qui veut agir lors des élections dispose d'intelligence artificielle, ça sera comme c'était il y a 10 ans, qui aura le meilleur communicant, qui aura la meilleure intelligence artificielle. Donc, ça sera comme ça. Mais que chacun ait accès. Et là, ce qui sera déterminant, comme ça l'a toujours été, et c'est là que je vois de nouveau une continuité, c'est la question éthique. Est-ce que tous les intervenants sur une scène politique ont la même éthique ? On est en démocratie. Est-ce que tous les gens qui interviennent en France dans une démocratie ont la même éthique ? Moi, je pense personnellement que certains groupes l'ont, même ceux qui ne représentent pas mes idées, mais que d'autres ne l'ont pas. Moi, il y a une question que je me pose depuis un moment. Donc, on est en train de parler du problème posé par les fake news. Est-ce qu'on sait ce que c'est une fake news ? Parce que je veux dire, c'est juste pour dire que c'est une information qui est fausse. Un Premier ministre qui dit qu'une réforme va être favorable à tout le monde alors que non, c'est une fake news ou pas, par exemple. Ou est-ce que c'est seulement une fake news quand c'est Marine Le Pen qui le dit ? Enfin, elle est où la frontière entre les escroqueries qu'on voit un peu tous les jours et qui sont quand même assez assumées et ce qu'on appelle fake news, quoi. Ouais, alors là, je crois que c'est une deuxième soirée qu'il faut commencer. Voilà, c'est ça. C'est que on va sur un autre sujet, mais si tu peux la, voilà. Un peu quand même. Ouais. Alors, pour moi, la fake news, ça a toujours existé. Autrefois, ça s'appelait des rumeurs. La presse est animée de rumeurs. Je pense à la rumeur d'Orléans qui a été analysée par Edgar Morin, cette fameux pressing de la ville d'Orléans où tous des tombereaux de jeunes filles disparaissaient. Et donc, tout le monde était persuadé. Et plus le gouvernement disait il ne se passe rien, plus la presse... Exactement le même phénomène qu'on a maintenant. Donc là, on est dans un phénomène de l'humain. J'aime bien citer les décodeurs parce que les journalistes font vraiment du très bon travail. Il y a eu des fake news sur les morts à l'île de Saint-Barth lorsqu'il y a eu la tempête et ça a été ramené à il n'y avait rien. Donc ça, c'est un type de fake news qui a toujours existé. Là
où c'est peut-être un peu... Bon, il y a un deuxième type qui a toujours existé, c'est la désinformation politique. Que ce soit en temps de guerre, la propagande, ou en temps de paix, parce que, j'en reviens à cette histoire d'éthique, tout le monde n'a pas la même éthique. Là où peut-être je vois un élément nouveau, c'est la quantité et le poids que ça peut avoir. Mais là aussi, je pense que dans 3 ans ou 5 ans, on aura appris, il y aura des intelligences artificielles développées par les journaux qui vont analyser ces fake news et qui vont très vite démontrer que. Ouais. C'est ce jeu en permanence. Ouais. Effectivement, mais si les journaux ont les moyens de développer ces IA, ils forment des complexes. C'est plus, là aussi, c'est plus un pays contre un pays. Il y a la l'ENA, il y a d'autres consortiums de journaux pour analyser tous les Wikileaks qui sont mis en place. Et c'est très bien, parce que même en ancienne démocratie, on peut faire pression sur un journal. Faire pression sur 10 journaux, c'est beaucoup plus difficile. Je suis d'accord avec le fait que définir ce qu'est une fake news et ce qui n'en est pas une est déjà extrêmement difficile. Et que le problème, c'est qu'on peut difficilement légiférer dessus. Déjà, parce que comment on fait pour vérifier si une information elle est vraie ou pas ? Est-ce que c'est le gouvernement qui va vérifier si chacune des news qu'on a accès en ligne sont vraies ou pas ? Si c'est le cas, c'est vraiment très dangereux. Il y avait quelque chose qui avait été proposé sur Facebook. C'était qu'une proposition, c'était que toutes les news soient vérifiées par un soi-disant organisme indépendant, je sais pas quoi, sauf celles venant des candidats politiques. Mais ça pose à nouveau le problème, parce que qu'on soit Monsieur Jean Michou ou le Premier ministre français, on peut très bien dire des bêtises sur Internet. Et ça, c'est la législation qui est en vigueur actuellement aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire, aux États-Unis, Facebook n'active pas l'algorithme de contre-proposition aux fake news sur les messages politiques. Mais ce que j'entendais entre lignes dans votre remarque, c'est du travail que feront les journalistes. Il y a une élection, proposition de la part de l'homme politique, 4 ans après, de nouveau élection. Les journalistes, il y avait 100 propositions, combien ont été appliquées ? Et ça, c'est du vrai travail critique. C'est pour ça que les journalistes sont indispensables à notre vie. Oui, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à suivre le nombre d'articles qu'il faudrait faire pour arriver au niveau des fake news, qui sont des promesses politiques, ça, ils savent gérer. Ils sont quasiment gérés automatiquement. Est-ce qu'on a encore une remarque ou une question ? Allez-y, les gens. Non, pas de questions. Bon. Alors moi, j'en ai une. Est-ce qu'on a des moyens de mesurer aujourd'hui quel est le degré d'influence des réseaux sociaux sur une élection, sur un processus démocratique ? Est-ce que ça a été étudié quelque part ? Tu réponds d'abord, je réponds après. Je pense que la mesure, on ne l'a pas. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'associations, comme par exemple Panopticon en Pologne, qui justement disent que le problème, c'est qu'on n'a pas de transparence sur les réels critères de ciblage, par exemple dans le cadre de publicité politique. Et aussi toutes les autres techniques qui sont utilisées pour faire en sorte que la publicité politique atteigne son audience. Comme je disais, par exemple, le cas des extrêmes en Allemagne, où on s'était rendu compte que ce n'était pas possible que juste en utilisant du ciblage sur des critères, on puisse atteindre un tel taux d'exposition de la population à leur information. Mais pour cela, il faut des législations, il faut militer pour ça. Et je pense que les seules solutions qu'on a éventuellement transitoires, nous, en tant que citoyens, c'est de se désengager de ces plateformes. Parce que même en ne visualisant pas activement le contenu, s'il passe devant nos yeux, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, ça a déjà une influence sur nous. Et mais c'est une technique ancienne. Hein. Dans les vieux films, on utilisait déjà ça quand il y avait même les films avec les bobines,
On vous mettait une image publicitaire sur les multiples images par seconde. Consciemment, vous n'aviez pas vu l'image, mais pour autant, c'était resté dans votre cerveau. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. L'expérience qui a été menée, c'était ce qu'on appelait les images subliminales. C'est-à-dire, dans un film, on vous montrait à intervalles réguliers une bouteille de Coca-Cola très, très fraîche, et on voyait si après, à la pause du film, on achetait plus de bouteilles de Coca-Cola. L'expérience, c'est non. Donc, le milieu publicitaire, qui est quand même très malin, a renoncé de son propre chef à utiliser ce type d'image subliminale parce qu'il savait que ça n'avait pas d'effet. Oui, mais peut-être pas Comment sur s'achète une bonne conscience? Mais sur les réseaux sociaux, est-ce que... Alors, pour revenir à la question des réseaux sociaux, je suis complètement d'accord là, avec Harmonie. Non, on ne sait pas analyser pourquoi il y a beaucoup trop de variables. Parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, mais il y a tout le reste. La presse continue à faire ce travail. Le bouche à oreille continue à faire son travail aux réseaux sociaux. Les affiches sont... Il y a trop de variables pour qu'on puisse faire un effet. Ça n'empêche qu'il y a toujours des agences, j'ai envie de dire des officines de communication sans éthique, qui diront oui, c'est pour ça. En bon professionnel, ils n'oublient pas de dire que c'est eux les meilleurs. Ouais. C'est-à-dire que finalement, il y a énormément d'argent qui est mis dans ces techniques. On ne sait pas quelle est leur influence réelle sur une élection. On a des pistes, mais il y a des officines qui vous vendent des vues, qui vous vendent des abonnés sur des comptes. Quel effet réel? C'est très difficile à déterminer. Moi, je pense que c'est très gonflé, parce que tout simplement, le système a intérêt à dire que c'est efficace. Ok. Bon, si on n'a pas de remarques, on va pouvoir clore la soirée là-dessus. Merci beaucoup. Un mot de conclusion peut-être? Oui, j'allais justement y venir. Un petit mot de conclusion chacun. Philippe, Philippe, oui, je commence. Oui, donc moi, vous avez compris, j'ai dit que ce sont des outils, ces médias sociaux. Ça ne sert à rien de s'opposer. Ils vont être... Je comprends bien ta stratégie, on s'écarte, mais il y a 0,5% de la population qui va s'écarter et 99,5% qui va s'y jeter de plus en plus. Voilà, démocratiquement, ça n'aura pas beaucoup d'effet, je pense pas. Je pense que plus efficace, c'est d'avoir une conscience, d'apprendre son usage, de savoir que même sur Facebook, on peut aller régler ses paramètres. Quel effet réel ça a, j'en sais rien, mais on peut enlever beaucoup de curseurs confidentialité. On peut changer régulièrement d'appareil, on peut changer d'abonnement, changer d'adresse IP, on peut utiliser des navigateurs qui ne vous suivent pas, on a quand même des moyens. Et ensuite, utiliser ces outils pour faire des bonnes choses. Il y a des tas de bonnes choses à faire avec ces outils. Donc, je suis optimiste, mais soyons attentifs, critiques, pour faire des bonnes choses, et notamment pour défendre la démocratie. Ouais. Merci. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des outils alternatifs qui existent et je vous recommande très fortement de les utiliser pour justement désengager Google et Facebook de ce monopole de l'information. Parce que finalement, qui contrôle, qui peut voir quoi, contrôle l'information. Et ça, c'est un choix qu'il faut faire. Et je sais que c'est difficile parce que souvent le problème, c'est qu'il y a tous les potes, il y a toute la famille qui y sont. Mais je suis désolée, c'est pas parce que toute la famille veut aller au McDo que vous êtes obligé de suivre. Surtout pas au McDo. Surtout pas au McDo. Non, mais je dis ça parce que pour faire à nouveau la comparaison avec la mauvaise bouffe, finalement, les mauvais comportements sur Internet, ça nous rend malade. Et ça nous rend malade intellectuellement. Ça nous pollue l'intellect. Ouais. Ce que je peux vous suggérer, c'est d'utiliser un bloqueur de publicité. Vivement recommandé. Ouais. Bon, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, le fait que ça bloque directement les requêtes qui sont faites et la collecte de données depuis les sites. Et oui, rester critique, chercher ses propres sources d'information, payer des abonnements pour les journaux de qualité qu'on apprécie. Ouais. C'est la seule véritable façon de faire en sorte que l'information de qualité puisse continuer d'être produite. Et je remercie beaucoup Rue 89 de nous avoir invités. Merci de l'invitation, effectivement, Rue 89. Merci à tous. Vous pouvez applaudir nos intervenants de ce soir. Voilà, tous connectés. Et après, revient dans 2 mois au Shadok et on parlera peut-être des Smart Cities
Est-ce que ces technologies qui promettent d'aménager les villes en fonction, en s'aidant d'algorithmes, vers quoi ça nous amène comme espace de vie? Voilà. Rue 89, effectivement, c'est tous les jours. Merci d'avoir rappelé que nous avons une formule d'abonnement, 5 € par mois. Ça nous permet vraiment d'exister et de nous affranchir de la publicité. Même si effectivement la publicité à rue 89, elle dépend jamais d'un algorithme, puisqu'en fait la publicité sur rue 89, j'en profite, c'est un contrat de gré à gré et on sait toujours quelle est la publicité qu'on diffuse sur notre site. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt.